Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et pour la première fois sur ma chaîne YouTube, je ne suis pas toute seule, je suis avec une invitée. Donc tu peux te présenter un peu. Salut tout le monde, moi c'est Déborah, je suis la grande sœur de Laura. J'ai 42 ans et je suis solopreneur depuis 4 ans maintenant. Voilà, donc c'est pour ça qu'elle est sur ma chaîne parce que j'ai décidé de commencer une série de vidéos où j'interviewe des entrepreneurs, donc des personnes qui sont comme moi à leur compte, et je sais que ça vous intéresse, donc c'est pour ça que j'ai commencé avec ma sœur, comme ça c'est l'entrepreneur que je connais le mieux, donc comme ça on commence... Et qui lui a tout appris. Ouais, c'est un peu ça, c'est vrai, en plus c'est grâce à toi que je me suis lancée aussi à mon compte. Donc c'est elle qui m'a fait découvrir ce domaine, ce milieu de l'entrepreneuriat. J'ai préparé toute une série de questions, donc on va commencer par la première. Est-ce que tu peux nous parler de ton activité? Qu'est-ce que tu fais en tant que solopreneur? Alors j'ai plusieurs cordes à mon arc. La première, c'est que j'ai créé en fait des supports d'organisation pour la maison. C'est des supports magnétiques qu'on met sur son frigo, qui sont effaçables, sur lesquels il y a des espaces, par exemple pour noter les menus de la semaine ou les activités, se laisser des mémos, des messages puisqu'ils sont effaçables, avec à chaque fois un bloc papier pour faire sa liste de courses ou selon les modèles et les différents formats, un calendrier qui est utilisable toute l'année. Donc ça c'est une première chose, donc je les commercialise via le site myneed.com. Je les décline aussi pour les entrepreneurs, artisans, commerçants en magnète publicitaire avec leurs coordonnées, un bloc-notes, donc ils offrent ça avec leurs clients, qui les affichent sur leur frigo, ça leur permet d'avoir une bonne visibilité mais surtout d'être utile aux clients et donc utilisé toute l'année. Et la dernière corde c'est la création graphique, donc j'accompagne les solopreneurs, les créateurs, dès la création de leur image jusqu'à la conception de leur support de communication, donc carte de visite, plaquettes, flyers, etc. Question suivante, quel a été ton parcours avant ça? Alors, à la base j'ai une formation artistique, donc un bac art appliqué. Je suis partie sur un BTS en aménagement de l'espace, donc avec conception de mobilier, aménagement de magasins ou de stands, de salons, etc. Et j'ai bifurqué vers l'image naturellement en intégrant des agences de com en fait, où j'avais des postes pas forcément que de graphiste. Je pouvais être aussi bien être assistante de direction, assistante commerciale et graphiste. J'ai toujours travaillé dans des petites entreprises, ce qui m'a permis de développer une polyvalence qui m'a vraiment servi par la suite quand j'ai voulu créer mon entreprise. Et d'ailleurs je pense que c'est aussi pour ça que ça m'est venu, c'est que je me suis retrouvée en fait avec une palette de compétences qui était assez riche pour me permettre de me lancer sereinement dans l'entrepreneuriat avec ce que ça implique, donc la gestion administrative, le relationnel et puis toujours la création graphique pour me permettre de créer tous ces différents supports, quoi. Ok, et donc oui, donc avec ton parcours, au fur et à mesure, tu as développé des compétences. Et du coup, c'était ma question suivante. Pourquoi tu t'es lancée? Est-ce que c'est juste parce que tu t'es dit j'ai les compétences, je vais me lancer à mon compte? Ou est-ce qu'il y a eu un élément déclencheur qui a fait que tu as vraiment eu envie de plus être dans le salariat et de te lancer? Qu'est-ce qui a fait que tu t'es lancée dans cette folle aventure? Il y a eu évidemment enfin je vais pas dire évidemment, mais oui, il y a eu un élément déclencheur que je pense beaucoup de personnes rencontrent, le bon petit burn-out qui vous fait bien réfléchir, mais en tout cas qui permet de toucher le fond et de ce fait-là de rebondir parce qu'on se dit bon ben voilà, je veux plus vivre ça. Je veux plus vivre ça, mais qu'est-ce que je vais faire? Et du coup qu'est-ce que j'ai envie de faire, et ce qui amène à se dire bon en fait j'ai quand même des capacités et pourquoi pas m'en servir pour moi et les mettre au service de prestations qui me plaisent, qui me correspondent et voilà. Donc en fait il y a eu le burn-out qui a fait que après tu t'es dit je veux plus revivre ça, mais qu'est-ce qu'il y avait comme chose vraiment tu t'es dit l'entrepreneuriat c'est l'idéal? Est-ce que c'est le fait de plus avoir de patron, ou est-ce que tu voulais plus faire ton emploi du temps comme tu veux? Enfin qu'est-ce qui, en plus du fait que tu avais déjà les compétences, qu'est-ce qui vraiment t'a attiré? En gros c'est un peu ma question d'après, quels sont les avantages du statut d'entrepreneur? Alors les avantages c'est évidemment de faire comme on l'entend, mais aussi de trouver son rythme et de pouvoir enfin prendre des décisions et de les mettre en application. Ça permet aussi de tirer des leçons de ces échecs et d'avancer. Enfin, ce que je veux dire c'est qu'on a vraiment un pouvoir d'action, de réflexion et de décision qu'on n'a pas en étant salarié. Et moi c'était vraiment ce qui me frustrait, je pense.
c'était d'avoir plein d'idées, de pas avoir derrière une validation de ces idées, et du coup de pas pouvoir les mettre en œuvre, les tester, et parfois se rendre compte que ça aurait peut-être été sympa de les essayer quand même. Alors que là, bon voilà, on a une idée, on y va, on la teste, ça marche ou pas, mais en tout cas on en tire des enseignements et ça permet de rebondir, et c'est ça qui est, moi c'est ce qui me plaît vraiment dans l'entrepreneuriat. Après la liberté, bon c'est évident, mais elle est dangereuse, faut pas se leurrer. Parce que bah, on peut vite se laisser grignoter par le quotidien et du coup restreindre son travail, enfin son temps de travail, et du coup à un moment on se retrouve un peu bloqué. Et par contre il faut être bien conscient que souvent on est seul et ça c'est pas évident à vivre, donc après à chacun et selon ses besoins, ses envies, de trouver des astuces comme par exemple travailler dans des espaces de coworking, débaucher sa sœur non mais c'est important d'en prendre conscience quoi. C'est vrai que oui, dans l'entrepreneuriat, à la différence du salariat, on peut vraiment prendre des décisions soi-même, se lancer dans ce qu'on a envie et tester, et si ça marche pas on peut rebondir, alors que dans le salariat on peut pas forcément faire ce qu'on veut, et puis des fois on a des idées, on peut pas les mettre en place. Et comme toi tu es une personne créative, bah oui, ça devait sûrement te frustrer de pas pouvoir faire tout ce que tu avais envie de faire. Donc je comprends. Et bah, du coup la prochaine question à laquelle tu as commencé à répondre aussi, c'est... J'ai toujours un train d'avance en fait. C'est quels sont les défauts de l'entrepreneuriat d'après toi? Donc tu as commencé à y répondre, le fait d'être parfois un peu seul, et la liberté qui est parfois trop grande. Oui, mais je dirais qu'il y a, encore une fois, il y a vraiment plein de choses qui peuvent être mises en place pour y pallier. Comme par exemple, avant de me lancer, moi j'étais pas très à l'aise avec la stratégie commerciale, même si j'étais à l'aise en administratif, j'étais pas certaine d'avoir toutes les cartes en main pour bien organiser les choses, ou en tout cas ne pas avoir toutes les connaissances des démarches à effectuer ou les aides qui existent, etc. Donc j'ai d'abord été chercher de l'aide auprès de la BGE, qui est une association qui est financée par la région et qui propose des formations. Voilà, tout un cursus de formation en gestion d'entreprise avec des modules. Moi je l'ai tout suivi pour être bien certaine d'avoir tout ce qu'il fallait avant de me lancer. Surtout sincèrement c'est pris en charge, donc c'est dommage de ne pas en bénéficier. De toute façon il y a toujours quelque chose qu'on ignore, on va toujours apprendre quelque chose, donc voilà, ça ne peut pas faire de mal. Et ensuite, j'ai même intégré un dispositif de couveuse d'entreprise. Donc pendant 12-16 mois, pendant 16 mois, j'ai été suivie. Donc en fait, on commence en activité, mais on est réellement suivi avec un numéro de SIRET qui nous prête. Et donc ça permet vraiment de tester son activité. Et donc ça, vraiment, ça m'a rassurée avant de me lancer réellement. Et tu parlais donc des points négatifs de l'entrepreneuriat et surtout du fait d'entreprendre seul. On n'est déjà pas sûr de ses décisions, c'est certain. On est confronté à des problématiques particulières auxquelles on n'a pas de solution, et pour lesquelles parfois on ne peut pas prendre l'avis auprès de son conjoint ou de sa famille. Non, ils n'ont pas du tout les mêmes problématiques, donc c'est difficile de converser avec eux. Et donc dans des cas comme ça, moi ce que je conseille, c'est évidemment se rapprocher d'autres créateurs, mais aussi d'aller travailler dans des lieux ouverts comme les espaces de coworking, où là on rencontre des gens qui ont leur propre activité et les mêmes problématiques, et c'est toujours riche, et ça fait du bien aussi ça aussi c'est le troisième point, de sortir de chez soi. Oui. Et voilà. C'est vrai que quand on est à son compte, on peut facilement rester chez soi toute la journée, toute la semaine, pendant plusieurs semaines, voir personne, et puis des fois on est dans son truc et on a du mal à prendre du recul. Même si les entrepreneurs en question ne font pas les mêmes activités que nous, au final il y a toujours un tronc commun qui est l'entrepreneuriat, qui fait qu'on arrive toujours à tirer des choses des autres entrepreneurs, à apprendre des choses, et des fois ça permet aussi de se débloquer dans une situation où on était un peu... Ouais, et puis ça fait du bien aussi de se rendre compte que des gens vivent les mêmes situations. Ouais. Ça peut être aussi des ressentis, des émotions, on peut avoir des moments haut et bas, et puis on peut avoir aussi des moments de remise en doute, tous, et c'est normal, et c'est sain d'ailleurs, et du coup c'est bien aussi de pouvoir se rendre compte que ça arrive aux autres et d'avoir leur ressenti, quoi. Je discute avec pas mal d'entrepreneurs sur Instagram, et c'est vrai que ça me permet de voir dans leur story quand ils disent que des fois ils ont pas le moral, que c'est compliqué et tout, ça permet de se sentir moins seul. Mais comme toi t'es pas trop sur Instagram, pas toi c'est plus toi
t'es plus pour la version en réel. À l'ancienne, tu peux le dire. Vas-y, dis-le. Ouais, en coworking et ouais, rencontrer des gens et tout. C'est ça. Puis en plus, Déborah est quand même beaucoup plus sociable et extravertie que moi. Donc toi, t'aimes bien rencontrer des gens en réel et tout, alors que moi, je suis plus sur les réseaux. C'est ça. Donc c'est un peu deux façons différentes au final de créer des liens, mais les deux fonctionnent. Mais là encore une fois, c'est une relation qui fonctionne parce qu'on s'apporte chacune des choses. Moi je la pousse à avoir des vrais gens et elle me pousse vers les réseaux. C'est vrai. Et pourtant on peut avoir les mêmes problématiques de stock, d'expédition, de voilà. Donc c'est intéressant de converser, ouais. Alors question suivante, quelles sont les grosses difficultés que tu as rencontrées pendant ces 4 ans à ton compte? Les plus grosses difficultés dont tu te souviens? Alors, il y en a une principale, enfin non, il y en a, ouais, bon, on va dire qu'il y en a deux. La première, c'est qu'en fait, je me rends compte que j'ai vraiment du mal à vendre. Et ça, évidemment, c'est un peu embêtant. J'ai du mal, voilà, dans la démarche commerciale. Je suis à l'aise en relationnel, mais par contre, dès que je vais voir quelqu'un dans le but de vendre, je suis bloquée, j'aime pas ça. C'est pour ça qu'on a essayé de trouver, parce que je dis on, parce qu'on réfléchit du coup beaucoup ensemble à nos propres activités. On s'est dit que du coup il valait quand même mieux se concentrer sur les réseaux. Le but c'est voilà, par exemple proposer les magnettes à travers le site et donc travailler toute l'arborescence qui amène au site. Voilà, ça c'est un autre moyen de vendre et qui entre guillemets qui m'oblige pas à aller frapper à la porte et dire coucou je voudrais vous vendre un truc, parce que vraiment c'est quelque chose qui est avec laquelle j'ai du mal, donc bon, il y a des solutions. Ouais. En fait c'est la prospection un peu basique, celle d'aller voir les gens et de leur proposer directement des produits. Ça t'es pas à l'aise? Pas du tout. Et moi c'est pareil, et du coup c'est pour ça qu'on prépare toutes les deux ce qui s'appelle le marketing de contenu. C'est le fait de vendre mais grâce à la création de contenu sur les réseaux sociaux et sur le blog, etc. Et en fait les gens, en découvrant nos posts, nos articles, ils vont s'intéresser d'eux-mêmes à nos produits et ils vont peut-être acheter d'eux-mêmes, et on n'aura pas eu besoin de leur faire un discours commercial en face à face. Et c'est ce qu'on prépare toutes les deux au final. Ouais, on a beau être convaincu par nos produits, c'est difficile d'aller voir quelqu'un spécifiquement pour lui vendre un truc. On préfère l'inclure dans notre univers, lui faire découvrir tout ce qu'on a pu mettre en place et l'intéresser éventuellement qu'y aller plus brutalement, quoi. Ça c'était la première chose. Et la deuxième, bon alors par contre c'est peut-être générationnel, je ne sais pas, mais j'étais pas à l'aise sur les réseaux. Or, on vient de le dire, c'était quand même un moyen d'y arriver. Enfin, du coup ça se travaille au fur et à mesure, on met en place des outils. On a essayé par exemple de publier régulièrement et c'était difficile parce que moi j'ai du mal à l'inverse de Laura, j'ai du mal à me livrer personnellement, sauf que maintenant on se rend compte que c'est important quand vous suivez un entrepreneur par exemple sur Insta, vous y allez parce que vous êtes convaincu de ses valeurs, vous vous intéressez aussi un peu à sa vie, à son univers et éventuellement à ses produits, et donc ça c'est encore un point que je dois travailler. Je suis convaincue que c'est la bonne façon d'y arriver, mais là-dessus c'est pas encore naturel, donc voilà, ça se travaille au quotidien. Ouais. En fait, toi, oui, je pense que comme tu dis, c'est générationnel. Je pense que sa génération n'a pas été habituée à montrer sa vie sur les réseaux, alors que la mienne, oui. Et du coup, c'est vrai que maintenant, les gens, en général, quand on suit une marque, c'est pas forcément juste pour ses produits, mais c'est aussi pour la personne qui est derrière. Et c'est pour ça que maintenant, c'est important de se montrer en tant que marque sur les réseaux. Et du coup, tu vas travailler là-dessus. Là, par exemple, je lui ai montré tout à l'heure comment faire des stories sur Instagram. Je suis passée pour une vieille à dire ça. Non. Mais oui, mais t'as raison, je savais pas exactement comment le faire, quoi. Il y a des subtilités dans... Ouais, le fait d'ajouter du texte, des stickers et tout, c'est pas forcément évident, et du coup je lui ai montré, comme ça elle va pouvoir s'y mettre petit à petit. C'est ça. Donc voilà, donc ça c'est les deux grosses difficultés que t'as rencontrées, c'est le fait de vendre et le fait de te montrer sur les réseaux. Oui, parce que c'est quelque chose dont j'avais pas l'habitude, quoi. Prochaine question, du coup, si tu pouvais reprendre de zéro ton entreprise et revenir 4 ans en arrière, qu'est-ce que tu ferais différemment? Ok, alors déjà je commencerai par ne pas créer une URL, donc entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, parce que c'est une structure qui est assez lourde administrativement et en termes de charges aussi auprès de l'URSSAF et compagnie. Parce que c'est différent de notre statut actuel, maintenant c'est la micro-entreprise, c'est vraiment le premier statut qu'on peut prendre quand on est à son compte, et c'est vraiment un statut hyper simplifié, alors que URL c'est déjà...
plus compliqué à gérer. Par exemple, il faut forcément avoir un comptable, alors que quand on est en micro, on n'a pas besoin de comptable, et en fait, c'était beaucoup plus lourd. J'avais beaucoup de charges et pas forcément le chiffre qui suivait derrière, et de ce fait-là, je me retrouvais à payer des charges sans pouvoir me rémunérer. J'avais une progression, j'aurais pu à un moment donné commencer à me rémunérer. Bon, le Covid est arrivé, mais ça a été libérateur pour moi de revenir à une forme simplifiée, donc qui est la micro-entreprise, parce que j'ai vraiment une visibilité et une liberté, enfin une légèreté administrative qui est appréciable, quoi. Pour avoir connu l'autre, du coup vraiment j'apprécie. Après, chaque entreprise a ses spécificités et ses besoins en termes de statut. Moi là-bas j'étais partie là-dessus parce que j'étais censée avoir une gestion de stock importante. On peut prendre en compte les achats dans une URL, donc c'est défalqué, alors que dans une micro on peut pas. Voilà. Donc ça c'est des choses à prendre en compte, mais bon, c'est une décision que j'ai prise du coup là cette année, et je suis libérée de ce côté-là. En fait, tu as été pendant 3 ans en URL, et là ça fait même pas 1 an que je suis revenue en micro, et que du coup tu te sens je me sens plus légère. Ça c'est la première chose. Et la deuxième, j'ai sûrement fait des erreurs de gestion de stock. Je pense qu'à un moment donné, j'ai eu peur de manquer, enfin je me suis constitué un stock un peu trop important, et là du coup ça a pu me coincer un peu au niveau trésor à un moment donné. Il y a ça, et puis des erreurs de stockage aussi. J'ai pas réfléchi assez au devenir des magnettes, donc il y en a qui ont été marquées. Et en fait, elle les a empilées, et avec le temps ils se sont abîmés entre eux. Voilà. C'est des bricoles, mais au final ça a un impact parce que c'est des achats qui seront pas forcément vendus, et ça prend de la place, et voilà. Et au niveau de plus l'aspect chorégraphique, est-ce qu'il y a des choses que tu ferais différemment, ou de ce côté-là ça va? Non, ça va, vraiment je me rends compte que ce que j'aime moi c'est accompagner les créateurs dès le départ pour bien comprendre comment ils fonctionnent, qui ils sont, et essayer de créer cette image qui les suit. Et non, c'est sympa de pouvoir les suivre au fur et à mesure de leurs besoins. Non, je pense pas que je changerais quoi que ce soit dans ce domaine-là. Avant-dernière question, quels sont tes projets pour la suite, autant en chorégraphie que pour la partie plus manette? Alors en chorégraphie, trouver quelques clients de plus. Les clients que j'ai, ça fait des années que je les suis, ça serait bien que je puisse renouveler un petit peu. Pour les magnettes, une fois que tout sera remis en ordre, donc ça veut dire bien retravailler le site, parce qu'en fait un site, faut pas croire, une fois qu'il est fait, c'est pas terminé. Non, c'est tout le temps, faut y revenir, faut changer des choses. Surtout là, comme elle est repassée en micro-entreprise, elle a changé le numéro de tiré, il y a plein de petites choses administratives qui ont été modifiées, et en fait faut tout remettre à jour sur le site. Ça, et puis le fait que j'ai changé aussi un peu mon offre. À la base j'avais des manettes qui étaient personnalisables, et bon, j'ai laissé tomber. Bref, il y a le site à remettre en ordre. Et après je voudrais créer un produit mais plus en papeterie, donc toujours avoir ce support d'organisation pour faciliter le quotidien, mais peut-être pas en format que magnétique. Trouver un système, peut-être un mix entre la papeterie et une magnette. Voilà, je suis encore en train de réfléchir, mais j'aimerais bien créer un nouveau produit. Ok, et dernière question, quel conseil donnerais-tu à quelqu'un qui souhaite se lancer à son compte? Profite de toutes les infrastructures de formation qui existent, vraiment. Le deuxième conseil, ce serait vraiment de réfléchir à ton organisation à partir d'un business plan, c'est-à-dire, alors c'est un mot qui fait peur, mais vraiment il est là pour t'aider. En gros, tu définis ton service ou ton produit, tu définis combien tu vas le vendre, combien tu l'achètes, etc. Tu définis combien tu voudrais raisonnablement gagner, et de ce fait là combien tu vas devoir vendre de services ou de produits pour y arriver. Et à partir de là, tu vas pouvoir mettre en place un planning pour atteindre tes objectifs. Donc si ton objectif c'est de gagner autant à l'année, il faudra que tu vendes autant de produits, ça veut dire autant de produits au trimestre, et donc pour y arriver, quels moyens, quelles actions je mets en œuvre. Ça vraiment c'est important de l'écrire, de le rédiger, de l'avoir en tête, parce qu'il n'y a que comme ça que tu pourras le suivre, parce que avoir une idée vague, au quotidien tu t'y retrouves pas, et tu perds en efficacité. Et la troisième chose, je dirais, c'est bien penser au temps que j'appellerais productif. En tant qu'entrepreneur, vous avez plusieurs temps de travail, c'est-à-dire qu'il y a celui que vous passez pour votre client, mais il y aura aussi celui que vous allez passer à gérer
la paperasse entre guillemets, donc éditer les factures, l'administratif, voilà. Mais il y a aussi le temps que vous allez passer à prospecter entre guillemets, c'est-à-dire tout ce qui est relationnel, mais aussi le temps que du coup vous allez passer sur les réseaux pour créer du contenu. Tout ça c'est des temps de travail qui sont différents mais qui sont nécessaires, mais qu'il faut prévoir. Il y a aussi des temps qu'il faut prévoir pour justement réfléchir à son business. C'est bien de prendre un peu du recul de temps en temps pour se dire est-ce que je vais dans la bonne direction, est-ce que je vais bien vers mes objectifs ou est-ce que au final ce que je fais c'est pas ce que j'avais prévu. On peut facilement passer beaucoup de temps à travailler pour des clients alors que peut-être qu'on avait un objectif de créer un nouveau produit, mais en fait on passe tellement de temps à travailler pour nos clients qu'on n'a pas le temps de développer notre produit et du coup des fois on se rend compte que ce qu'on fait c'est pas en accord avec ce qu'on veut faire. Moi il y a un exemple qui m'avait vraiment frappée, je me le rappelle régulièrement. C'est ce qu'on m'avait expliqué, un cuisiniste qui se lançait, qui faisait du super boulot. Et en fait le mec ce qu'il adorait c'était justement être à la fabrication, à la pose, hein, vraiment dans le dur. Il négligeait par contre le côté administratif et facturation. Et en fait le gars il avait déjà travaillé pendant 8 mois à faire des super cuisines. Par contre il les avait jamais facturées. Donc à un moment donné il s'est retrouvé avec un gros problème de trésorerie qui l'a obligé à fermer sa boîte, alors qu'à la base ça fonctionne, il faisait du bon boulot, il était apprécié, mais vraiment pour dire que chaque temps de travail, donc administratif, prospection, production, est important, il faut les planifier pour pas se laisser bousculer. En fait quand on est entrepreneur, c'est comme si on avait plusieurs casquettes, il y a à la fois la casquette du patron, il y a la casquette du salarié, il y a la casquette du comptable, on a un peu plusieurs casquettes, on est obligé de faire plusieurs métiers en un. Et donc si on en laisse un de côté, il y a forcément un moment où ça va plus. On va blesse, mais tout est intéressant, mais c'est vrai qu'il faut y penser. Et le dernier conseil que je me permettrai de donner, c'est que lorsque vous avez une compétence ou... Enfin, pas une compétence mais un champ d'action qui vous correspond pas, donc par exemple moi c'était la prospection commerciale, ne restez pas avec cette souffrance et trouvez une solution. Par exemple moi ce qui était compliqué pour moi c'était la stratégie, enfin pas la stratégie, la prospection commerciale vraiment dure quoi. J'aurais dû trouver quelqu'un qui pouvait le faire pour moi. Il y a des contrats qui peuvent être mis en place même quand on n'a pas forcément beaucoup de moyens ou de trésor. Il y a des gens qui sont faits pour ça et voilà, c'est un autre métier. Enfin, moi je considère que c'est un autre métier et que du coup j'aurais dû voilà, le déléguer à quelqu'un. Ça enlève le poids puis surtout ce sera quelque chose qui sera mieux fait plus rapidement et de toute façon il doit être fait. Donc plutôt que de le laisser comme une blessure, autant trouver une solution. Bah, c'est pareil quand tu voulais te lancer sur les réseaux sociaux il y a 2-3 ans, elle m'avait demandé à moi de m'en occuper, enfin on l'avait fait ensemble, parce qu'elle savait qu'elle n'était pas à l'aise sur les réseaux, elle savait pas trop comment faire, du coup comme elle voyait que moi ça allait, elle m'avait demandé de l'aide. C'est ça, faut savoir reconnaître ses faiblesses et surtout pas hésiter à trouver des solutions pour y pallier quoi. Donc voilà, Déborah a répondu à mes 10 questions, donc est-ce que tu peux nous rappeler où est-ce qu'on peut te retrouver? Sur mygnit.com, MYGN2ET, ça veut dire magnette en laiton. Et on la retrouve aussi donc sur Instagram et sur Facebook et Pinterest, toujours avec ce nom MyKnit. J'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez appris des choses. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire et j'ai prévu d'en faire d'autres. Et du coup, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut! Salut!